Nous souhaitons que nos débats collent avec l'actualité. La dernière fois, dans cette même salle, et je remercie le directeur général de l'ENA, Bernard Boucaud, de la mettre à notre disposition, nous discutions du projet de communiqué sur les sanctions et le débat avait été intéressant, approfondi. Il nous a permis de progresser sur ce sujet. Aujourd'hui, nous collons aussi avec l'actualité en vous proposant un débat sur la grande distribution, comment rendre la concurrence plus effective. Je voudrais, avant toute chose, rappeler dans quel cadre nous avons décidé de nous concentrer sur ce sujet et dire un mot des avis d'initiative, ce nouveau pouvoir dont a été dotée l'autorité lors de la réforme qui a été mise en place le 2 mars 2009 avec la transformation du Conseil en autorité. C'est un point sur lequel les commentateurs n'ont peut-être pas trop insisté, à côté du transfert du pouvoir en matière de concentration, à côté du transfert des moyens d'enquête destinés à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, le fait d'avoir doté l'autorité du pouvoir de s'auto-saisir en matière d'avis, de choisir un certain nombre de sujets sur lesquels elle souhaite prendre la parole pour parler du fonctionnement concurrentiel de tel ou tel marché, est un outil, je dirais, très utile et très puissant. Il était paradoxal que l'autorité puisse s'auto-saisir au contentieux, et elle l'avait fait souvent, et ne puisse pas le faire en matière consultative, en matière d'advocacy. Elle était obligée d'attendre que le ministre de l'économie, des associations professionnelles, les collectivités locales ou les commissions parlementaires lui demandent d'étudier tel ou tel sujet. Et depuis que nous avons ce nouveau pouvoir, nous n'avons pas hésité à nous en saisir sur des sujets d'importance. Je pense à l'avis sur le cross-selling entre téléphonie fixe, téléphonie mobile. Je pense au sujet du transport ferroviaire, de la place des gares, notamment dans la libéralisation du transport ferroviaire. Et nous avons également, même si nous avons été saisis par le gouvernement, en réalité utilisé la même méthode dans des avis qui nous ont été demandés par le gouvernement. Je pense à tout ce qui concerne l'outre-mer. Nous avons scruté le fonctionnement de la concurrence outre-mer, qu'il s'agisse du marché des carburants, qu'il s'agisse du marché de la distribution ou de l'importation des produits de grande consommation. Et nous avons, l'année dernière, vous vous en souvenez, rendu cet avis important sur le fonctionnement concurrentiel de la publicité en ligne et la place qui occupe Google. Je mentionne également l'avis important sur la concurrence dans le secteur des jeux en ligne qui vient d'être libéralisé. C'est un outil puissant parce qu'il nous permet, sans avoir à constater les infractions, sans avoir à démontrer que la ligne jaune a été franchie, porter un diagnostic le plus approfondi possible sur la façon dont fonctionne la concurrence. Bien ou mal, quels sont les freins, quels sont les obstacles éventuels. Cette possibilité nous permet aussi d'envoyer des signaux aux entreprises pour qu'elles intègrent dans leur raisonnement ce que nous disons. Nous fournissons en quelque sorte une grille de lecture qui leur permet d'auto-évaluer en réalité leur comportement sur le marché. Et nous pouvons également faire des recommandations au gouvernement, aux législateurs. Et le sujet d'aujourd'hui montre la puissance de cet instrument puisque très vite après nos avis de décembre 2010, le gouvernement s'en est saisi pour intégrer un certain nombre de propositions structurantes dans le projet de loi porté par M. Frédéric Lefebvre qui renforce la protection des droits et l'information du consommateur. Pourquoi avoir choisi la distribution ? Parce que ce secteur reste au cœur des priorités de l'autorité, un chiffre d'affaires de 174 milliards, sinon plus d'euros, un poids dans les dépenses de consommation courante dans le budget des ménages important, autour de 15%, évidemment un rôle de courroie de transmission dans la chaîne de valeur d'une large partie de l'économie. La grande distribution représente près de 65% du commerce de détail en France, et puis aussi parce que le fonctionnement de la concurrence n'est sans doute pas optimal, notamment à cause de la forte concentration qu'elle connaît aussi bien au niveau national, mais surtout au niveau local. Cela avait été un des sujets abordés par la commission Attali,
évidemment au centre de la loi de modernisation de l'économie et des rapports parlementaires qui ont été construits autour de l'évaluation des suites données à la LME. Nous ne sommes pas les seuls en Europe à nous intéresser à ce secteur. Une douzaine d'enquêtes sectorielles. J'étais à Bruxelles il y a peu de jours et nous en parlions entre homologues. Tous à Bruxelles, toutes les autorités de concurrence s'intéressent à la distribution et le moyen des enquêtes sectorielles est privilégié par toutes ces autorités pour faire progresser le diagnostic et surtout pour faire bouger les lignes. Je pense bien sûr au Royaume-Uni, avec la célèbre enquête de 2008 sur la Groceries Market Investigation, qui a été, je dirais, une somme extrêmement importante consacrée à la fois par l'OFT et surtout par la Competition Commission pour analyser la concurrence dans le secteur de la distribution de détail et faire toute une série de propositions, avec évidemment un gros avantage. Au Royaume-Uni, la Competition Commission a le pouvoir d'imposer des remèdes structurels sans même avoir à qualifier des infractions pour améliorer le fonctionnement de la concurrence sur tel ou tel marché. Mais l'Italie, l'Allemagne ont également lancé des enquêtes de ce type. La Commission européenne voit ça avec plus de distance parce que ce sont des marchés nationaux et donc elle intervient, c'est légitime, moins, je dirais, de manière moins intense que les autorités nationales, mais a consulté, je pense à la DG Marché Intérieur, a lancé une consultation publique en septembre dernier sur Fairer Retail Services, auquel l'autorité française a contribué. Évidemment, le règlement sur les restrictions verticales, modifié en avril 2010, a été l'occasion, parce qu'il régit les contrats de distribution, de reparler de l'analyse concurrentielle qui sous-tend les mécanismes de distribution. Je pense évidemment à la question des clauses d'exclusivité qui prend mieux en compte le poids du distributeur dans l'économie locale. Et puis je pense également au débat sur le maintien du seuil d'exemption applicable aux centrales d'achat dans le cadre de la révision des lignes directrices sur les accords horizontaux. Il y a eu des demandes du secteur pour élever les seuils, mais une analyse au cas par cas des effets concurrentiels a été préférée et ce seuil n'a pas été modifié. Nous avons donc choisi, comme encore une fois nos homologues, comme le montre aussi l'intérêt porté par la Commission européenne, nous avons souhaité, encore une fois, nous consacrer à la distribution depuis la LME. Nous n'avons pas été inactifs avant. J'ai recensé une vingtaine de pratiques anticoncurrentielles constatées par le Conseil, le prédécesseur de l'autorité dans le secteur de la distribution, qui étaient d'ailleurs essentiellement des pratiques de prix imposés et qui impliquaient d'ailleurs le plus souvent des distributeurs intégrés. Depuis que l'autorité est en charge du contrôle des concentrations, cela a été un très gros morceau des autorisations délivrées par l'autorité. Plus d'environ 40% des décisions de l'autorité en matière de concentration portent sur le secteur de la distribution et c'est aussi lié mécaniquement à la baisse des seuils de 50 à 15 millions d'euros pour le commerce de détail qui a multiplié les projets notifiés à l'autorité. N'oublions pas aussi que le Conseil avait, et nous avions regretté de ne pas avoir le pouvoir de nous autosaisir, nous avions rendu 2 avis importants sur les barrières réglementaires que connaît ce secteur. En 2004 sur la loi Galland et en 2007 sur les lois Royer-Raffarin, l'urbanisme ou l'équipement commercial, qui ont largement d'ailleurs motivé, à la suite des travaux de la commission Attali, les réformes entreprises par la loi Châtel et à la LME. Alors, comment l'avis du 7 décembre 2010 et l'article 1er du projet de loi renforçant la protection et l'information du consommateur s'inscrivent-ils dans ces priorités? Nous avons décidé de nous autosaisir pour analyser en profondeur le fonctionnement concret du secteur en prenant justement de la hauteur par rapport à nos outils traditionnels que sont donc le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, l'utilisation de pouvoir d'autoriser les concentrations avec remède ou sans remède. Et donc nous avons préféré passer du temps à faire un diagnostic le plus complet possible et à faire des recommandations à la fois aux acteurs économiques, parce que
je dirais, la solution est souvent dans les mains de ces acteurs, dans la mesure où il s'agit de dispositifs contractuels qu'ils ont eux-mêmes conçus, mais également aux législateurs si le consensus avec les acteurs n'était pas suffisant pour faire en quelque sorte bouger les lignes. Cet avis du 7 décembre 2010, nous ne parlerons pas de celui qui a été consacré au management catégoriel, qui essayait en quelque sorte d'analyser ces pratiques en germe, en puissance dans le secteur, s'est intéressé pour la première fois aux effets concurrentiels des contrats pratiqués dans la grande distribution, tout en conservant, et je crois que c'est très important, une neutralité de l'autorité par rapport aux différentes stratégies, aux différents modèles économiques auxquels recourent les acteurs. Nous n'avons pas voulu trancher, contrairement à ce qui a été souvent dit, nous ne voulons pas prendre parti sur un modèle économique contre un autre modèle économique. Nous estimons, et c'est une constante en droit de la concurrence, que c'est aux entreprises à choisir leur modèle économique, ça n'est pas à nous de l'imposer. Si certains préfèrent la distribution intégrée, c'est leur droit. Si d'autres préfèrent des systèmes coopératifs, c'est leur droit. Si d'autres souhaitent recourir à la franchise, c'est leur droit. Et nous ne sommes pas légitimes à dire qu'un modèle économique est préférable à un autre, est plus efficace ou plus pro-concurrentiel qu'un autre. C'est aux acteurs économiques de choisir en toute liberté le système qui leur paraît le plus performant. Mais constatant, et on va y revenir, le degré important de concentration, le manque de diversité des enseignes dans un nombre de chalandises, de zones de chalandise, nous nous sommes posé la question, si l'entrée est difficile, et elle restera difficile, on va y revenir, à cause des autorisations nécessaires, dont le coût, dont la lenteur, dont l'incertitude dissuadent un certain nombre de projets de création de nouveaux formats ou de nouvelles enseignes, même dans les zones où peut-être la demande serait prête à les accueillir, si l'entrée reste difficile, et d'ailleurs ces barrières structurelles sont parfois renforcées par des barrières comportementales que nous avons identifiées, je pense aux pratiques de gel du foncier commercial, si l'entrée est difficile, alors peut-être faut-il favoriser la mobilité entre enseignes pour faire en sorte que là où les zones de chalandise n'ont pas une diversité suffisante, et l'on sait qu'il y a une corrélation très forte entre le nombre et la diversité des enseignes et le niveau des prix pratiqués dans cette zone de chalandise, alors la mobilité inter-enseigne, la possibilité pour les magasins indépendants de quitter un réseau pour en choisir un autre peut être un moyen de stimuler la diversité et donc aussi un moyen de faire baisser les prix au profit des consommateurs de cette zone de chalandise. Or, qu'est-ce que nous avons constaté? Que pour tous les formats, eh bien, le nombre de magasins indépendants, et là nous visons aussi bien les coopératives que les franchises ou tout mode d'affiliation, encore une fois, nous ne nous concentrons pas sur un mode d'affiliation, mais sur tous ceux qui existent ou sont pratiqués en France, nous constatons un très faible nombre de changements entre enseignes, une mobilité inter-enseigne extrêmement faible, et les raisons, nous les avons données, elles tiennent à l'entrelac des relations contractuelles qui créent à la fois de l'opacité et de la rigidité dans ces relations qui unissent les magasins indépendants aux têtes de réseau, manque d'informations précontractuelles, de transparence des clauses qui ont pour effet de limiter la liberté d'exploitation de l'affilié, portée très large et durée souvent très longue des engagements, et notamment des clauses de non-concurrence qui ne sont que très partiellement justifiées par des investissements spécifiques ou la transmission d'un savoir-faire, clauses de non-concurrence et droits de priorité, etc., qui, je dirais, gèlent ou en tout cas rendent très difficile l'exercice de la liberté au profit d'une plus forte mobilité. Les propositions que nous avons faites visent à la fois à créer plus de transparence pour que le choix de telle enseigne se fasse de manière plus claire, plus éclairée, et également un choix de plus grande liberté pour que cette mobilité puisse jouer plus souvent. Il ne faut pas que les magasins indépendants, il faut qu'ils puissent choisir en toute liberté le réseau qui a leur préférence, mais qu'ils ne soient pas ligotés par celui-ci, notamment par un empilement de contrats dont aucun n'a la même durée et donc la même échéance. Nous avons, et c'est là où je voudrais réagir par certains articles de presse,
Nous avons ouvert notre porte à la suite de ces avis du 7 décembre 2010. Nous n'avons pas lancé d'oukase en disant « voilà, c'est comme ça que ça doit être » et nous vous condamnerons si vous ne le faites pas. Nous avons ouvert notre porte au dialogue, à la concertation. Nous avons dit « voilà notre diagnostic, voilà les propositions que nous avons faites et les solutions sont dans vos mains. » C'est à vous, acteurs de la grande distribution, d'intégrer ce diagnostic, de voir si vous le partagez et les obstacles que nous identifions étant dans les contrats que vous signez, que vous construisez, que vous imaginez, êtes-vous prêts à changer les choses? Et souvenez-vous, l'autorité de la concurrence, lorsqu'elle avait été saisie par le CEFAC de pratiques imputées au groupe Carrefour, le groupe Carrefour lui-même avait dit « je suis prêt à changer en séance ». Anne Perrault présidait la séance, avait dit « je suis prêt à changer un certain nombre de pratiques ». Et donc nous avait mis sur la voie d'un certain consensus, ou en tout cas d'une certaine acceptation d'un changement. Nous avons ouvert notre porte et Virginie Beaumenier, rapporteure générale, avec Étienne Pfister, qui s'est beaucoup investi dans ses avis, a proposé à tous les acteurs de la grande distribution de venir nous en parler. Nous n'avons refusé personne. Nous n'avons pas dit « certains sont bienvenus, d'autres ne le sont pas ». Et d'ailleurs, la meilleure preuve, moi je préfère être transparent en vous disant les choses telles qu'elles sont. Des acteurs sont venus. Système U, qui a un modèle assez différent, notamment de contrats très courts, est venu. Casino est venu. Carrefour est venu. Cora est venu. La Fédération française de la franchise aussi. La Fédération du commerce associé aussi. Et il y a eu des discussions, parfois, je dirais, contradictoires. On ne dit pas que tout le monde a acheté facilement ce que nous proposions. Mais il y a eu un débat, il y a eu des points sur lesquels une certaine convergence s'est faite, d'autres sur lesquels une divergence a été constatée. D'autres ont préféré d'autres voies. Je pense notamment à Intermarché et à Leclerc, qui ont préféré la voie du recours juridique devant le Conseil d'État. Nous aurons donc à nous défendre devant le Conseil d'État. Et je le dis, nous le faisons sans acrimonie. C'est le droit de chacun de contester un avis, une prise de position de l'autorité. Nous sommes dans une économie libérale et je ne fais reproche à personne de vouloir porter le débat sur le terrain juridique devant le juge. C'est le droit de chacun. Nous nous défendrons et je dois le dire, nous le ferons sans crainte. Mais qu'on ne nous dise pas, alors que nous avons ouvert notre porte, que nous avons refusé ce dialogue, et je dirais, moi j'ai l'habitude de recevoir des lettres, j'y réponds courtoisement, poliment, mais quand ces lettres me sont adressées via la presse, je réponds via la presse. C'est ce que nous avons fait, c'est tout. Et donc, je le dis très clairement, ces avis d'initiative, ils ne sont pas là pour lancer des oukases, ils sont là pour construire un débat, et nous avons dit, nous préférons consacrer 6 mois au débat, et ensuite le législateur se saisira s'il estime qu'il y a de quoi faire. Ces 6 mois sont passés et le gouvernement a estimé qu'il devait se saisir de ces sujets. Cela a été le choix du gouvernement d'intégrer dans le projet de loi Lefebvre un article 1er qui reprend une très grande partie des propositions que nous avons faites. Et le débat va se poursuivre devant le Parlement. La Commission des affaires économiques en est saisie. Le rapporteur Daniel Fasquelle a été nommé et le débat va se poursuivre. Nous ne disons pas évidemment que tout ce que nous avons prévu est intangible. Et d'ailleurs, le gouvernement, sur un certain nombre de points, a aménagé sur la durée, sur les droits de priorité, a tenu compte des points de vue qui se sont exprimés. Et d'ailleurs, s'est rapproché également de nous pour savoir ce que nous en pensions. Voilà ce que je voulais dire ce matin et qui traduit bien la posture de l'autorité. Nous sommes une autorité indépendante et le rapport de force ne nous fait pas peur, le dialogue non plus. Nous voulons dire clairement ce que nous avons à dire, après un diagnostic sans concession, indépendant, réfléchi, approfondi. Et si la solution passe par l'abaissement des barrières à l'entrée ou des barrières à la mobilité, et que nous pensons qu'une solution législative est plus adaptée qu'un contentieux au fil de l'eau, nous le ferons sur ce sujet comme sur les autres, mais dans un espèce de partenariat avec le législateur qui n'exclut évidemment aucun débat. Et le débat de ce matin est la preuve que cela ne nous fait pas peur. Je voulais donc, dans cet esprit de transparence, maintenant passer la parole à Anne Perrault, qui va introduire les enjeux en situant le sujet de la grande distribution dans les différents outils
qui sont à notre disposition, le contrôle des concentrations, les pratiques anticoncurrentielles, mais également l'advocacy justement sur les barrières législatives ou réglementaires qui subsistent dans ce secteur. Nous allons avoir une matinée finalement sans politique. Les deux parlementaires qui avaient été invités, et c'est le choix du vendredi qui se révèle malheureux, m'ont téléphoné pour me dire qu'ils avaient dû rejoindre leur circonscription. Nous ne referons plus, je dirais, des rendez-vous du vendredi en invitant des parlementaires. Je le savais, c'était un jour qui était mal choisi, mais les deux avaient des contraintes et Daniel Fasquelle m'a téléphoné hier soir de sa voiture. Il était sur le chemin du Touquet. Quant à Frédéric Lefebvre, il a été requis pour représenter le gouvernement à un congrès de profession libérale à Rennes et ne pourra pas malheureusement conclure. Vous allez tous, certains pour s'en réjouir, d'autres pour s'en désoler, interpréter cela comme de la distance, en disant mais cette fuite des politiques montre, je dirais, que ce sujet n'est pas si fermement établi dans l'agenda gouvernemental et que le gouvernement ou les parlementaires hésitent. Je prends le pari que vous vous trompez. Et le rapporteur m'a d'ailleurs envoyé un message très clair que si sa présence n'était pas physiquement possible ce matin, il était de cœur avec nous et je m'en charge de lui faire un compte-rendu précis de tout ce qui aura été dit, mais j'imagine qu'il aura aussi d'autres canaux pour être informé. Nous aurons donc 2 tables rondes, plus de temps donc pour aussi les questions de la salle. Je souhaite qu'elles soient nombreuses, qu'elles soient, je dirais, diverses. Et ces 2 tables rondes seront animées par Virginie Beaumeunier, que je remercie une nouvelle fois d'avoir accepté de jouer ce rôle de modérateur dans un débat que je ne souhaite pas d'ailleurs modérer, mais le plus, je dirais, le plus vif, le plus complet possible. Et je cède sans tarder la parole à Anne Perrault. Merci beaucoup.